Bonjour à toutes et à tous, bonjour à nos intervenants. Bienvenue à cette table ronde Artisanat, patrimoine et communication, un mariage heureux. Depuis quelques années, on observe que les métiers de l'artisanat, parfois très anciens, se retrouvent au cœur de projets de communication visuelle, de design, de luxe, mais aussi de formes d'expression beaucoup plus larges. Ce rapprochement s'explique par deux dynamiques, un amour du travail bien fait, du geste maîtrisé, ainsi qu'une volonté de valoriser, de raconter à travers l'objet imprimé, façonné, brodé, doré ou illuminé. Preuve de ce mouvement, des imprimeurs, des façonniers, des enseignes, des brodeurs décrochent aujourd'hui le prestigieux label Entreprise du patrimoine vivant, signe que ces métiers, loin d'avoir disparu, innovent, se réinventent et irriguent la communication visuelle. Nous avons aujourd'hui 4 maisons incarnant chacune à leur manière ce mariage entre patrimoine et innovation, entre gestes, experts et communication visuelle de haut niveau. Bonjour à toutes et à tous, vraiment. On est très heureux d'accueillir Christine Liamas-Crapi. Vous êtes, bonjour Christine, vous êtes, et non Christelle, pardon de cette erreur. Vous êtes responsable développement chez Bouquet Croza. Géraldine Delaval, bonjour. Vous êtes directrice qualité RSE chez Chorus Packaging du groupe Verpac. Bonjour Benjamin Beau. Vous êtes le fondateur de Vanguard, qui est un atelier de broderie d'œuvres d'art lancé, il me semble, en 2021. Et bonjour Cyril. Cyril Gréan, vous êtes le dirigeant d'Exosign. Exosign, c'est un créateur d'enseignes, un fabricant, concepteur d'enseignes et de signalétique, si je ne me trompe pas. Bonjour, super. On va commencer avec Christine, parce que je pense que déjà vous avez des choses à nous montrer, Christine. Vous êtes venue, Christine est venue avec un sac plein, ce qui est génial. Donc allez-y, je pense qu'il marche. Ah. Ouais, là c'est bon. C'est bon. Ok. Bonjour à tous, bienvenue. Je suis ravie de participer à cette table ronde. Du coup, Bouquet Croza, c'est une très vieille maison. On a 160 ans cette année. On est situé dans le 6e à Lyon et ça n'a pas bougé depuis 160 ans. L'atelier est intact. Très artisanal. Très artisanal. C'est une maison familiale. Donc on est à la 4e, 5e génération à peu près. Donc voilà, on a 2 personnes qui travaillent derrière leur machine. Vous avez d'ailleurs une clientèle assez hétéroclite, me semble-t-il. Oui, complètement. Donc on va travailler beaucoup avec des imprimeurs, des agences de com, des créas. Absolument. Donc on peut voir vos créas. Vous pourrez venir voir aussi à l'issue de la table ronde si vous voulez toucher. Oui, bien parfois sûr, c'est avec important. plaisir. Il n'y a pas de problème si vous le souhaitez toucher. C'est comme ça et peut-être qu'on se rend compte. Vous avez des visuels aussi si vous voulez. La première question que je voulais poser à Christine, c'était comment vous expliquer que vos savoir-faire, donc dorure, gaufrage, letterpress, restent aussi demandés en 2026, que ce type d'artisanat soit autant je pense qu'il y a un retour, il y a un besoin certainement d'avoir un côté artisanal. Alors le Made in France aussi fait beaucoup. Et ce côté authentique et qui va se distinguer justement de ce qu'on peut trouver chez nos confrères Vistaprint par exemple. Voilà. Donc je pense que c'est vraiment un retour aux belles choses. Ok. Voilà, tout simplement. Vous dites que votre métier est un métier qui se touche, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. En quoi cette expérience tactile répond-elle à un besoin que le numérique ne peut pas combler ? On va comprendre, c'est la compréhension réellement de pourquoi et de comment on travaille. En fait, nous, on va travailler avec des outils qu'on appelle des clichés. Donc, on va travailler avec différents corps de métier qui sont également artisanaux, des graveurs, donc des personnes qui vont venir vraiment travailler et créer chaque projet étant unique. Donc on va venir travailler ce type-là de produits, on va venir marquer et c'est important parce qu'en touchant, on peut réellement se rendre compte de la qualité du papier. Bien souvent, on travaille exclusivement avec des papiers de création qui ont vraiment de la texture et qui ont de la densité et on se rend compte du rendu en fait réel. Par rapport à une impression classique où on ne va pas avoir forcément de creux, de choses comme ça. Voilà. Ouais, c'est bon.
C'est très beau. Je voulais aussi vous demander, vous travaillez pour des imprimeurs, des agences, des wedding planners, comme Ouais. on a dit, une clientèle assez hétéroclite. Ouais, Comment absolument. percevez-vous l'évolution de la demande dans la communication visuelle? C'est très très important. Alors nous, notre site internet et notre Instagram ont été complètement refondus il y a 2 ans, au moment d'une association Bouquet Croza avec 2 autres personnes. Donc ça a été, on a vu vraiment un changement complet de la demande. On n'a plus les mêmes clients. Donc du coup, on a beaucoup plus de graphistes qui viennent nous rencontrer, beaucoup de freelance. Et voilà, je pense que le fait d'avoir un Insta plutôt actif, avec vraiment une mise en avant des projets, fait qu'on a une demande tout simplement très très différente de ce que pouvaient nous donner les imprimeurs initialement. Ce que j'ai cru comprendre aussi, c'est que chaque projet nécessite un outil gravé sur Oui. mesure. Ouais. En quoi cette fabrication d'outillage unique Ouais. est-elle un marqueur fort du patrimoine artisanal? Parce que c'est vrai que enfin, je veux dire, c'est quand même un truc. Alors, il existe en France plusieurs sociétés de gravure, de pyrogravure. Nous, on essaie en tout cas de travailler au maximum en local. Donc là, que ce soit avec les imprimeurs avec lesquels on échange, Oui. que ce soit avec justement ces sociétés-là, ils ne se trouvent pas très loin, à Chassieux ou à Dessines. On essaie au maximum et ça, c'est vraiment unique en fait dans la dorure. Et ça, il y aura, je pense, dans quelques minutes, on en parlera avec vous, Benjamin, où pareil aussi, c'est très important pour vous de travailler avec le tissu local, me semble-t-il. Mais alors, peut-être que vous voulez en dire un mot, ou tout à l'heure, mais vous êtes lyonnais tous les deux, des maisons lyonnaises, et aussi cette même chose de vouloir travailler à proximité. Mais on va passer, si vous voulez bien, à Géraldine. Bonjour, Géraldine, rebonjour. Bonjour. On le redit, donc c'est Verpac. Vos métiers ne s'enseignent plus en France. Qu'est-ce qui se passe dans vos usines pour que plus aucune école, parce que plus aucune école ne transmet, donc vous êtes un peu obligés d'être les transmetteurs, quoi. C'est ça. Et une partie de notre activité, alors Verpac, c'est un groupe. C'est un groupe, je parle plus fort, c'est ça? Oui, je pense que peut-être. Oui, allez-y. Ok. Donc Verpac est un groupe composé de 6 PME en fait, répartis sur le territoire. Il y en a 2 en Bourgogne, une du côté de Bordeaux, à Tours, dans le Val d'Oise. Et Chorus Packaging est l'une des... Chorus Packaging est le site qui est à côté de Bordeaux, tout à fait. Chaque entité a entre 20 et 70 salariés approximativement. Et on fabrique des emballages en carton pour le luxe. Donc on fait nous aussi de la dorure à chaud, du gaufrage, de l'estampage. Et on a des problématiques dans nos métiers qui sont des problématiques de transmission des savoir-faire. C'est-à-dire que d'un côté, on est regardé comme des industriels sur le territoire de l'entreprise, enfin dans le monde de l'entreprise, donc avec toute la connotation qu'il peut y avoir sur ce milieu industriel où aujourd'hui on a du mal à recruter. Et en plus de ça, on est dans l'industrie des détenteurs de savoir-faire qui sont extrêmement artisanaux. Faire de la dorure à chaud, faire du gaufrage, faire de la découpe, du collage, en fait, le façonnage du papier carton, ça reste de l'artisanat avec des métiers qui ne s'apprennent plus, qui ne s'enseignent plus à l'école. Et c'est tout l'intérêt. Vous avez abordé en début de conférence le label EPV, Entreprise du patrimoine vivant. Et aujourd'hui, c'est un des points phares de ce label qui est le maintien des savoir-faire et comment nous, entreprises du territoire français, on est garant de cette transmission de savoir-faire. Parce que si demain, nos entreprises disparaissent, qu'elles aient 2 salariés, 50 ou 100 salariés, qu'elles soient plus ou moins industrialisées, si nous, on disparaît, ces savoir-faire, ils ne seront plus enseignés sur le territoire français. Ils continueront de l'être à l'extérieur, parce que dans plein d'autres pays du monde, c'est transmis. Mais on a quand même une sorte de devoir vis-à-vis de notre branche professionnelle et vis-à-vis de nos métiers et de notre transmission des savoir-faire. Et je pense que
qu'on travaille sur le papier carton, sur le Ouais. tissu ou quoi que ce soit, on est face aux mêmes problématiques. Ou vous, on le verra avec vous aussi, hein, mais les savoir-faire, c'est très important. Et la transmission, c'est super important. Et on verra quel métier vous avez. Non, on va continuer, Géraldine, je suis désolée. On fait un petit peu. Après, vous pouvez bien sûr réagir, hein, Benjamin et Cyril et Christine, évidemment. Mais juste, on fait un petit tour de chacun. Votre groupe, Marie, Ali, presse offset de 3 millions d'euros et dorure manuelle. Alors, comment cohabitent artisanat et haute technologie finalement dans vos ateliers? En fait, je crois que c'est quand même extrêmement lié à la typologie de notre clientèle. On travaille avec le luxe et avec des très très belles maisons du luxe pour lesquelles on fait des emballages, des coffrets. Parfois, on fait des séries de 20 pièces, 50 pièces et parfois, on fait des séries de 200 000 pièces. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, une presse offset, c'est une grosse machine, très grande. Voilà, c'est très technique, c'est très même numérisé. Enfin, pour arriver à des niveaux de qualité et de maintien je vais dire des gros mots, mais de la capacité du processus, c'est-à-dire imprimer toujours la même couleur, même à des moments différents, avoir des niveaux de maintien toujours stables au travers du temps, ben, ça demande une hyper-technicité proche de l'artisanat. Ça demande un œil de coloriste, ça demande un savoir-faire de réglage, parce que la machine, elle ne se règle pas toute seule. Elle est extrêmement technique, il y a des cartes mères à l'intérieur, il y a des écrans énormes, etc. Mais dans la machine, il y a aussi un conducteur de machine qui a un vrai savoir-faire d'offsetiste. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, cet outil industriel de grande envergure, ben, il est juxtaposé avec des maintiens de savoir-faire de dorure, mais une presse de dorure, ça peut valoir aussi très cher. Il y a des petites dorures, des grosses dorures. Ce qui fait le lien entre les deux, c'est cette capacité à avoir un savoir-faire technique proche de l'artisanat. Ok. Enfin, je ne sais pas si je Si, suis très assez clair. mais... Je vais justement donner la parole à Cyril parce que vous êtes enseigniste, mais finalement, alors vous n'êtes pas, c'est pas un gros groupe, mais c'est une maison qui est quand même assez installée, hein, à Paris. Vous êtes EPV depuis 2025, depuis l'année dernière, me semble-t-il. Hein, c'est tout frais. Et quand on a discuté ensemble pour préparer cette table ronde, vous me disiez ce label, il a plus de sens pour moi que le label RSE. Pourquoi? Vous pouvez nous expliquer ça? Alors oui, en fait c'est la jungle aujourd'hui des labels. Et puis quand on a des typologies de clients différents, ils ont des attentes différentes. Et donc alors, j'ai abordé moi le RSE à ma manière. Hein. Alors, c'est vrai, on a tout fait à l'envers. On est né d'un bureau d'études, nous. Après, on a oui, fait de la si vous voulez juste, je vous ai pas demandé, mais expliquer, c'est une jolie histoire. C'est votre papa qui, en 93 ou 92, a monté votre entreprise, que maintenant c'est vous... le fondateur, voilà. donc il a commencé en tant que bureau d'études. Et ce qui alimente aujourd'hui notre capacité et même notre ADN, puisque ce qu'on aime faire, c'est transformer une création graphique en objet. Et c'est par cette capacité technique à transformer une réalisation graphique en plan technique qu'on arrive derrière avec un outillage spécifique à réaliser toutes sortes d'objets. On a mis quelques-unes, il y a une deuxième slide, hein, quelques-unes de vos réalisations, parce que vous êtes enseigniste, vous faites aussi de l'éclairage, de la signalétique. Et donc voilà, c'était pour montrer un petit peu aussi ce que vous êtes capable de faire. Et vous faites ça d'ailleurs à l'international, hein, parce que je crois qu'à Séoul, il y a eu un lustre de fer. C'est en cours. Mais oui, et du coup, vous voyez qu'il y a différentes techniques qui sont employées. Donc il y a du lustre, il y a du digital. Là, qu'y a-t-il entre nous? C'est une œuvre d'art mise en œuvre sur la façade de Beaubourg. Et donc le lien, c'est la création graphique. Et mon job, c'est de transformer ça en objet. Alors justement, parce que votre entreprise, comme vous le dites si bien, regroupe une diversité vraiment impressionnante de métiers, souffleur de verre, peinture, soudure, dorure, print. Comment crée-t-on une culture commune dans une équipe aussi polyvalente? En fait, il n'y a pas que l'équipe qui est polyvalente, c'est les gens sont polyvalents. Et un atout managérial,
c'est qu'on fait des choses visibles. On a cette satisfaction et cette reconnaissance à chaque fin de dossier où, bien sûr, on a un outil de partage d'images et on a notamment l'intégrateur, celui qui fait les plans, qui est en télétravail depuis 25 ans. Et lui, avant, il ne voyait pas la réalisation. Il aurait fallu lui envoyer une photo imprimée par la poste ou un fax, mais ça n'aurait pas été terrible. Et aujourd'hui, il voit ses réalisations. Et donc, c'est une super satisfaction. Vous défendez fortement le néon. Pareil, quand on a discuté, il dit je ne sais pas pourquoi on n'aime pas le néon, même si le néon, en fait, je crois que ça représente 5 ou 10% de votre activité. Hein. Pourquoi ce savoir-faire, il mérite absolument d'être préservé pour vous? Alors déjà parce qu'il n'est pas utilisé que dans l'enseigne. C'est qu'aujourd'hui, finalement, on réalise plus d'œuvres d'art en néon que d'enseignes, même si mon premier client, c'est un parc d'attractions. Oui, bah est-ce qu'on peut le dire, c'est Disney? Oui, c'est Disney. Ouais. D'ailleurs, je crois que peut-être dans le deuxième slide, ça vous ennuie. Il est quelque part, Disney, non? Après encore? Ouais, il est là, voilà. Et vous me disiez que c'était pas simple d'ailleurs. Hein. Là, c'est pour le coup, c'est très. C'est un bon exemple. Là. Les illustrations qui sont mises en avant ici, on est dans la signalétique, on est là, l'enseigne Cars, elle est fraisée en 2D et demi dans un bloc de plexi de 50 mm. Et l'apport de finition, c'est un chrome PVD, c'est un chrome qui est issu d'une solution chimique, parce qu'on ne peut pas se permettre de tremper le plexi dans un bain de chrome. Et il y a de la recherche dans chacun des éléments. Les petites signalétiques au centre, c'est des emboîtements de matière, c'est aussi du fraisage en 2D et demi. On associe la lumière. Là, l'enseigne que vous voyez avec Mickey, elle fait 1,2 tonnes. Parce que la face, elle est en verre soufflé. Et notamment sur le texte également, c'est du verre de 13 mm qui donne une texture, un aspect de matière. Et donc voilà, 1,2 tonnes. Est-ce que vous m'expliquez aussi, ce qui était très intéressant, c'est de dire finalement ce qui vous intéresse, c'est de toujours pousser le challenge, quoi. C'est-à-dire de voir aussi comment on peut expérimenter, même si vous n'avez pas de studio graphique, hein, vous travaillez avec, mais vous n'êtes pas en interne, vous n'avez pas de studio graphique, et pourtant vous avez ce truc créatif de tout le temps dire comment on peut aller plus loin, comment on peut imaginer. C'est fou ça. C'est notre ADN et alors que je co-gère l'entreprise avec mon frère, mon petit frère, et on a ce lien où on n'a pas peur de grand-chose. Et notre père était un géotrouve-tout. Il a créé des choses, une cuvette à toilette auto-nettoyante. Alors ça, c'était il y a 25 ans, donc c'était drôle à l'époque. Ou un pistolet de station-service. Enfin, il aimait imaginer et il nous a transmis ça. Mais on ne sait pas créer la partie graphique. Donc, on fait tout le reste. Et c'est là où on rebondit rapidement d'un lustre de 24 mètres de haut, d'un autre lustre de 15 mètres de large à une signalétique qui fait 10 cm de haut ou une enseigne d'1,2 tonnes. Avant de passer à Benjamin et de donner la parole à Benjamin, juste une dernière question, puisqu'on parlait de transmission. On peut aussi, Christine, la transmission, on peut aussi en parler. Hein. Mais je vous donne la parole, si vous voulez, tout de suite après. Par rapport à la transmission, et elle se posera sans doute aussi pour vous, même si vous êtes une jeune entreprise et que vous êtes jeune, etc. Mais la transmission se pose aussi. Vous avez donc une forte implication dans la formation, hein. C'est important pour vous. Pourquoi cette dimension de transmission est-elle devenue un devoir? Parce que c'est un devoir, j'ai l'impression. C'est un devoir parce que forcément, je suis entouré de chefs d'entreprise et qu'il y a un discours qui est trop commun à mon goût, où on parle de génération, qu'on parle la même valeur du travail, qu'on n'arrive pas à recruter. Et je crois qu'on a une vraie responsabilité là-dedans. Si on ne fait pas avancer nos jeunes, il ne faut pas se plaindre qu'on n'ait pas de jeunes de disponibles sur le marché du travail. Très bien. Merci. Merci Cyril. Christine, vous voulez ajouter quelque chose sur la transmission? Alors la transmission, oui, moi je suis tout à fait d'accord. Et nous étant une entreprise familiale
et forcément, ça s'est répercuté un petit peu sur tout le monde. On a du mal, nous. On se rend compte quand même quand moi je reçois des graphistes ou des jeunes sortis d'école ou même encore à l'école, on leur apprend pas ce métier. Ils sont vraiment, on leur apprend le print pour eux. Il y en a certains qui m'ont dit ah mais ça existe encore d'imprimer sur du papier. Donc oui, c'est super dur d'entendre ça. Et du coup, il y a un problème de formation sans doute, de connaissances. Et c'est pour ça que moi, je suis toujours très, très ouverte quand j'ai des demandes d'école ou d'étudiants ou de profs qui nous disent « Est-ce qu'on peut venir visiter votre atelier ?» Mais oui, évidemment, c'est super intéressant. Donc là, si on a parmi vous qui seraient intéressés pour visiter un atelier plus que centenaire, mais avec grand plaisir. Moi, la première, je m'inscris. Hein. Mais sans problème. Allez, très Alors, bien. Avec plaisir. pour faire ce lien, il y a différentes solutions, notamment les institutions. Et aujourd'hui, sur ces prints, je porte 2 casquettes. J'ai ExoSign et je viens sur la veille de ce qui se fait. Oui, la Et FESPA. FESPA France. Je voulais vous parler de FESPA France parce que c'est l'association professionnelle de la communication visuelle qui crée du lien entre les gens et notamment dans les adhérents. On est plus de 400 adhérents. Le stand est juste derrière. Il y a les écoles. Il y a les organismes de formation. Mon père, qui était très impliqué dans l'ancien nom du syndicat, a créé un BMA et avec l'éducation nationale. Et on aime quand on nous implique dans ces démarches-là. Donc c'est un problème de notoriété. Maintenant, il va falloir essayer de promouvoir ces formations. Benjamin. Oui, bonjour. Alors je rappelle quand même Vanguard, c'est un atelier de broderie d'œuvres d'art lancé il y a peu, il y a 4-5 ans. J'aimerais bien que vous nous en parliez un peu de ce projet parce qu'il est quand même très innovant. Je pense que vous êtes l'un des seuls à le faire. Vous êtes le seul. Aujourd'hui, oui, sur ce segment très particulier, très niche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez fait ça, comment ça fonctionne et parce que vous êtes passé, je crois, d'une marque de vêtements à ça. Et bon, allez-y, je vous laisse la parole. Oui. En fait, j'étais étudiant en fait en master et je voulais faire de l'entrepreneuriat, donc j'avais une marque de vêtements assez lambda et je cherchais le marquage le plus qualitatif possible. Donc j'ai persévéré, j'ai fait du flocage, de la sérigraphie, de la broderie. Et je suis tombé amoureux de la broderie. J'ai commencé à faire produire chez une petite dame dans son garage. Et finalement, je me suis associé à un atelier pour essayer de me former en autodidacte à la fin de mes études. Et j'en ai fait, je collaborais avec des artistes pour faire des vêtements en édition limitée. Mais le vêtement, j'avais du mal à fabriquer en France. Je faisais que la broderie. Et même moi, j'avais 24 ans. Dans ma démarche, j'avais pas une démarche assez long terme. Et vu que j'aimais bien le monde de l'art, je collectionnais des sérigraphies. Je me suis dit, pourquoi pas faire la même chose en broderie. Et j'ai réussi à avoir pas mal d'artistes dès le début et ça a marché directement. Vous pouvez nous dropper quelques noms? Non, après c'est assez niche, mais les premiers noms c'était des artistes comme Sunset, Sozy One, sont des street artistes assez connus en France, en Belgique. Et aujourd'hui on travaille avec les plus grosses galeries du monde pour réaliser des tableaux en broderie, en édition limitée. Et on a un marché qui est axé à 90% à l'international. Donc c'est très particulier, très niche. Et aujourd'hui, on a une équipe de 5 personnes et on a un atelier très artisanal. Et ça c'est intéressant parce que pareil, quand on avait préparé la table ronde, vous me disiez que le marché français finalement était un peu frileux, n'était pas très en avance finalement, par rapport aux États-Unis notamment. Oui, après, donc moi je vends des éditions limitées en collaboration avec des artistes à destination du marché de l'art. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est essentiellement à Paris ou sinon dans les grandes métropoles, notamment aux États-Unis, étant donné qu'en plus le marché aujourd'hui est assez, on va dire, tendu à cause des conflits internationaux. On est dépendant du continent américain parce qu'au niveau de l'art, ils sont peut-être un petit temps d'avance sur les choses plus innovantes, ils sont moins frileux. Parce que moi, si par exemple moi j'ai envie d'acquérir un tableau, je peux très bien aller vous voir. Et à partir de combien on peut avoir un tableau d'un artiste contemporain, hein? Ça va dépendre de la cote de l'artiste, mais ça peut débuter à 600 euros pour monter 600 beaucoup plus euros haut. dans mon salon, je peux avoir un tableau. Exactement, ouais. Après, c'est un marché de niche dans le sens où on collabore. C'est un marché qui est très particulier où les gens qui nous achètent sont les collectionneurs des artistes.
C'est-à-dire qu'on ne cible pas forcément des gens qui achètent pour de la décoration, même si ça arrive, mais on ne peut pas baser notre business model aujourd'hui sur quelque chose qui est trop aléatoire. Donc on est vraiment... c'est l'artiste qui nous permet aujourd'hui d'avoir une distribution intéressante. Et bien alors justement, moi j'aimerais savoir comment vous fonctionnez avec les artistes, parce que c'est un dialogue créatif en fait. Comment ça se passe? Parce que c'est à 4 mains que vous faites cette œuvre. Comment... Oui, exactement. En fait, l'artiste va nous confier une œuvre qu'on va interpréter en broderie. Donc, on va remplacer les aplats de couleurs par des aplats de fil sur un logiciel comme l'équivalent de Photoshop, mais version broderie. Et après, il y a le choix du tissu. Est-ce qu'on va broder sur du lin, sur du velours, sur de la dentelle? En fait, on part du principe que tout est faisable et on essaye de saisir la sensibilité de l'artiste et de retranscrire l'œuvre avec les matériaux qui correspondent aussi à son univers. C'est-à-dire que sur du street artiste, c'est plus cohérent de faire des collaborations sur du jean par exemple et sur des artistes plus contemporains comme on a pu faire dernièrement avec Claire Tabouret. C'est l'artiste qui fait les vitraux, qui a été sélectionné pour faire les vitraux à Notre-Dame. Oui. On a fait une collaboration sur du velours, ce qui correspond beaucoup plus à son travail. Et c'est ça notre but en fait, c'est d'apporter cet apport technique pour proposer aux artistes quelque chose de différent que ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire de la peinture ou des fois des artistes plus plasticiens comme Ai Weiwei, très grand artiste chinois. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous rendez ce travail un peu aussi en 3D et avec des sens. On parlait tout à l'heure du côté tactile, mais vous aussi, vous parlez du velours, vous parlez de différents supports, et il y a cette dimension où c'est pas que les yeux, quoi. Oui, il y a quelque chose de très tactile, mais c'est vrai qu'il faut le voir pour pouvoir s'en rendre compte. Mais voilà, ça fait 5 ans et on commence à prendre de plus en plus de place. Et voilà, la route est encore longue, mais on est au tout début. Je voudrais revenir avec vous justement sur vous revendiquez un Made in France à 95%, me semble-t-il. Comment on fait pour maintenir cette exigence alors que le coût de production explose en fait? On décide de faire moins de marge. Non, mais oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, le projet coûte énormément d'argent parce que tout est made in France de A à Z. On est en plus dans un bâtiment tout neuf qui aide les entreprises textiles à se développer. Donc du coup, les loyers sont chers. Moi, j'ai monté l'entreprise à base sur des prêts. Donc il y a toutes les machines que je dois aussi rembourser aujourd'hui. Et évidemment, la main-d'œuvre 100% made in France. Donc j'ai décidé aujourd'hui de faire tourner mon atelier de 7h du matin à 22h. Donc on est vraiment en 2-8 pour avoir une production en continu et être très dynamique et très réactif par rapport à nos clients. Et tout ça, forcément, ça a un coût. Mais c'est pas grave, c'est totalement en adéquation avec la vision de la boîte. Et j'ai une vision plutôt long terme du projet. Et vu qu'on est les seuls, autant conserver et montrer l'exemple aussi aux futures générations. Parce qu'en plus, comme cette année, on a eu aussi le label Entreprise du patrimoine vivant. Oui. Et c'est plutôt une fierté, sachant que la boîte a seulement 4 ans, quoi. Félicitations. Et justement, par rapport à la transmission, est-ce que vous avez déjà ça en tête, de se dire c'est important que, comme c'est tout neuf, c'est innovant ce que vous proposez, est-ce que c'est important de transmettre ça aussi? Oui, c'est important. On travaille avec des écoles qui sont spécialisées et on recrute des jeunes alternants en broderie d'art. Il y a un CAP spécialisé en broderie d'art et on a beaucoup de candidats. Moi, pour le coup, j'ai pas mal de chance. J'ai pas de mal à recruter dans ce milieu-là parce que le projet intéresse énormément et on a pas mal de demandes. Donc ça, c'est une force, vraiment une chance. On va s'acheminer vers la fin de cette conférence, mais j'ai quand même une question bonus track pour chacun. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu les perspectives à moyen terme, je ne vous demande pas à long terme, mais est-ce que vous avez des idées de développement, par exemple, chez Bouquet Croza? C'est pas facile, hein. On est vraiment niche de chez niche, en fait. Donc, le truc, déjà, c'est de continuer à pérenniser la société. C'est vraiment ça. Et puis moi, mon objectif, ce serait qu'on ait déjà un alternant. J'adorerais. Je trouve que ça serait, pour nous, ça serait vraiment une étape incroyable pour nous. Ouais. De transmettre ce savoir et d'essayer de pérenniser au mieux l'activité chez Bouquet. Ouais.
On vous le souhaite. Merci. Géraldine? Oui, alors bon, je ne vais pas vous parler de perspectives commerciales, marché, parce que ce n'est pas mon périmètre, Ouais. mais sur mon périmètre de la responsabilité, de la durabilité, on a quand même mis en place là depuis à peu près 2 ans des systèmes de tutorat justement pour ce volet transmission et on est en train d'essayer d'acculturer nos conducteurs de machines, nos salariés à capitaliser leur savoir-faire par écrit. Donc le gros du travail qui nous attend, ça va être au même titre qu'il existe des bonnes pratiques de fabrication, des normes, des référentiels et tout le bazar. Nous, on aimerait faire des C'est quoi, des boucles. livres blancs? C'est quoi Ouais, un livre blanc de la dorure, un livre sympa. blanc du gaufrage, de manière à ce qu'on puisse capitaliser nos savoir-faire au-delà de la transmission orale. Il y a une transmission comme ça, historique, orale, des savoir-faire, Mhm. avec ce principe de tutorat, avec le fait de peut-être les forcer un peu à mettre par écrit des choses qui en plus leur semblent d'une évidence d'airain. Ça nous permettra aussi en fait, de créer une école en interne. Il y a plein d'entreprises dans l'industrie qui ont fait ça depuis des années. Enfin, Toyota a fait ça, Schneider a fait ça. Mais il ne faut pas qu'on ait honte, nous, des métiers qu'on a à l'intérieur de nos entreprises. Et donc, c'est notre projet pour les... Mais pardonnez-moi, pourquoi par écrit et pas par vidéo, par exemple? Pas besoin de se dire... Alors, peu importe le support. Moi, je dis par écrit, parce que par vidéo, c'est bien. Mais avoir un bon livre, Ok. ça ne Mais se c'est bien, remplace pas. c'est bien. Benjamin, est-ce que vous voulez nous partager, je ne sais pas, est-ce que vous avez des choses dans les prochains mois qui vont... vous pouvez en parler ou Oui, pas de souci. Non, là, dans les prochains mois, on travaille avec des très grosses galeries. Pareil, on est en train d'étoffer notre portefeuille d'activités. Vous travaillez avec ces galeries, c'est pour exposer ou c'est pour les boutiques? C'est pour les boutiques et pour exposer. Ok. Et la petite différence, c'est que par rapport à l'année dernière, c'est vraiment on passe un cap en termes de galeries et d'exposition Ok. à l'international. Donc c'est très intéressant. Donc non, franchement, Vous c'est êtes une sur la belle bonne année. route. Je l'espère. Bon, tenez-nous au courant. Cyril? C'est une question intéressante par les temps qui courent, parce que les temps sont difficiles. Et c'est vraiment des sujets des questions qu'on s'est posées cette année en disant ok, on a du mal à boucler les fins de mois, comment on fait pour avancer? Et le réflexe, c'est de se dire on va faire comme tout le monde. Et non, j'ai vite repris mes esprits. et non, je fonce encore et toujours sur la différenciation. C'est ma stratégie. Je m'efforce d'être différent pour exister dans un marché concurrentiel. Et la qualité le aussi, parce que Oui. différent et aussi miser sur la qualité et puis les la gens durabilité, qui... Voilà. la durabilité. Et une stratégie aussi d'avancer notamment sur la partie graphique et print. Aujourd'hui, on fait pas que du print et on pourrait développer ces activités qui sont dans lesquelles il y aura une synergie puisque nos clients ont besoin des deux. Ok. Merci Cyril, merci Merci à vous. Benjamin, merci Géraldine, merci Christine. Est-ce que vous auriez des questions pour nos intervenants? Alors ce que je vous propose, c'est qu'à l'issue de cette table ronde, ils sont là. Vous pouvez discuter avec eux. Il y a même un café, donc voilà. Et vous pouvez aussi aller regarder les différentes petites choses modèles que vous nous proposez, Christine. En tout cas, merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir été avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Merci.